pas vrai? Bon, Joël Thiebaud, j'allais dire on ne vous présente plus, mais si, on vous présente quand même. C'est-à-dire que vous êtes l'un des maraîchers les plus actifs pour pouvoir défendre la saison. C'est pour ça que vous êtes là. On n'en dit pas plus pour l'instant ou juste Anthony Genovese, il Pagliaccio. Je l'ai bien dit, ça va? Roma? Hein? Si. Alexandre Mazia, j'ai moins de difficultés à dire le nom, c'est AM, c'est facile, c'est à Marseille. Arnaud Donquel, résidence de la Pinède, la Vague d'Or à Saint-Tropez. Célia Tunk n'a pas de restaurant, mais elle va nous parler de la charte de la saisonnalité du Collège culinaire de France dont vous êtes la secrétaire générale. Je l'ai bien dit? Yoshihiro Narizawa, vous êtes à Tokyo, au Japon, et aujourd'hui, vous avez une traductrice qui va nous faire une traduction en simultané. Ça va? Aujourd'hui, nous avons fait cette session sur la saisonnalité qui est une responsabilité pour les chefs de cuisine, notamment parce que quand j'ai posé la question à Alexandre Mazia il y a quelques mois, il m'a dit la première chose à dire, c'est que c'est le produit qui commande et ce n'est pas le chef qui commande sur la carte, c'est le produit en premier. C'est évident que je vais poser cette question directement à Joël. Est-ce qu'aujourd'hui, Joël, c'est le produit qui doit commander? Oui, et si, pour faire le lien avec la précédente table ronde, il faut dire qu'il serait important qu'il y ait un peu plus de formation au niveau du produit dans les écoles de cuisine, parce que par expérience, je me suis très vite aperçu que beaucoup des jeunes composant les brigades n'avaient qu'une connaissance très superficielle des produits. Alors je ne dis pas les reconnaître, mais même le pourquoi d'une texture, le pourquoi d'une saveur et tout ça. Donc c'est le lien avec le producteur et c'est ce qui est développé au Collège culinaire aujourd'hui. Ce lien qui est important si on veut que le cuisinier connaisse mieux le produit, la saison du produit, c'est l'objet de notre discussion ici, et puis également donc le client au final via l'équipe de salle. Je pense que c'est toute cette chaîne qu'il faut absolument non seulement protéger, mais développer encore plus. Alors, je pense que le bon cadre, Célia, ça serait peut-être de parler de cette charte de la saisonnalité que vous avez mis en place avec le collège. On y va? On démarre et on met le cadre directement. Oui, ça fait un peu le lien sur ce que disait Joël. On s'est rendu compte que c'était une évidence. Donc, Collège culinaire de France, 1700 restaurants, 750 producteurs, évidemment choisis pour leur respect, pour les restaurants, du respect de la saison, et chez les producteurs sur le respect du mode de production, de la terre, etc. Et on se rendait compte, effectivement, en mettant le producteur et le restaurateur ensemble, que finalement, c'était non seulement le produit qui donnait le là de la saison, mais le producteur, parce qu'en fonction de là où on était situé, de chaque année qui change d'une année sur l'autre, c'était différent. Et effectivement, on a voulu se dire, bon, une chose, c'est nous qui sommes déjà, en tant que restaurateurs, impliqués, installés, mais il y a toute la future génération à venir qui, aujourd'hui, a besoin d'être formée. Malheureusement, il y a des cours, les écoles de cuisine sont souvent très liées finalement à la technique, avec beaucoup d'apprentissage sur la technique, mais pas sur le produit. Et on s'est dit qu'on pouvait faire signer une charte justement sur cette saisonnalité. Il y a Éric Briffard qui est là et qui nous expliquait par exemple que dans les techniques qu'il avait à apprendre, il y avait la blanquette de veau, mais que s'il faisait ça au printemps, il allait utiliser des légumes de printemps, et s'il faisait ça à l'hiver, il allait faire la même recette, mais avec des légumes racines. Donc on a mis en place cette charte de saisonnalité qui a pour but non seulement d'expliquer la saison telle que nous on l'entend, c'est-à-dire en relation avec le producteur, mais aussi de reconnecter finalement ces futurs cuisiniers, mais aussi directeurs de salle, parce que derrière, c'est le directeur de salle qui va parler du produit et de la saison, avec les producteurs. Donc c'est cette charte de saisonnalité qui maintenant a été signée par 10 écoles. L'école Ferrandi, tout à l'heure Bruno Demont était là, le Cordon Bleu, et la semaine dernière par l'école hôtelière de Lausanne notamment. Alors l'un de vos chefs référents, c'est Arnaud Donquel. Vous parliez justement... Vous parliez, Célia, justement du lien avec le directeur de salle, Thierry Di Tullio. C'est lui qui raconte, Arnaud, les producteurs qui font avec vous la carte, oui. Parce que c'est un peu ça, oui, c'est une coproduction. En fait, il faudrait qu'on monte les micros, Philippe. L'idée, c'est aussi que nous, on apporte nos valeurs, aux personnes qui nous entourent, mais en même temps, c'est eux qui transmettent la passion et un peu la lisibilité du produit aux clients, voilà, aux consommateurs. C'est eux qui racontent notre démarche.
Finalement, c'est pas forcément nous, c'est surtout eux. Voilà. Et dans cette démarche des produits de saison, où moi je suis 100% là-dedans, j'essaye aussi d'avoir aussi notre réflexion qui soit anti-extrême. Parce que dans cette philosophie-là, il y a aussi des discours, des fois, un soupçon trop extrême. C'est-à-dire qu'on doit suivre les saisons, mais on ne doit pas oublier notre enracinement culturel de cuisinier, même de notre pays. Je vais donner un exemple extrêmement simple. Un exemple simple sur l'extrême. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va mettre à la carte une tomate au mois de février que je pense qu'on doit se faire taper sur les doigts. Je m'explique. C'est-à-dire que dans notre culture, on a fait des pots, les pots parfaits que ma grand-mère faisait, et on faisait les tomates en plein mois de juillet. Et en fait, ces techniques culinaires, je pense qu'il faut pas les oublier. On les a un peu perdus ces dernières années. Exactement, et je pense que c'est pour ça que, par contre, de raconter aux consommateurs l'histoire d'une récolte, de servir une tomate confite d'une récolte de juillet, ça a tout un sens. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec cette charte que je valide profondément. Mais attention, voilà, une fois, oui. avec Michel Guérard, on a eu une conversation là-dessus qui était très intéressante, où lui, il disait, moi, mes asperges blanches, j'adore les faire, j'adore les servir dans des pots parfaits. Des fois, je décale un tout petit peu d'un mois. Et je trouve que ça a tout un sens parce que ça se construit sur notre éducation culinaire aussi. Et en effet, avec le collège culinaire, vous avez dit la conservation, ça fait partie. D'ailleurs, effectivement, c'est ce qu'on a proposé, c'est de remettre les méthodes de conservation à l'ordre du jour des écoles hôtelières pour aller dans la démarche, effectivement, parce que c'est une discussion qu'on a souvent eue, pour aller dans cette démarche, parce que justement, non seulement il y a la saison, mais après, il y a le moment dans la saison où le produit est à son apogée, quoi. Oui. Et notamment, c'est la période où tous les fruits où tous les légumes arrivent à maturité en même temps. Et généralement, même en trop grosse quantité pour que le producteur septembre, il se retrouve avec énormément de tomates. C'est un peu ils arrivent à jeter. Et c'est aussi la responsabilité donc, des écoles, des cuisiniers, des futurs cuisiniers, que d'apprendre ces méthodes de conservation qui sont nombreuses et qui font partie de l'ADN de la gastronomie en France. Ok. Dans les confitures, finalement, c'est ça. C'est ce qu'on fait dans les confitures, exactement. Mais on a oublié de le faire pour les légumes. Alexandre, c'était bien ça, cette conversation qu'on a eue ensemble où vous m'avez dit, moi, ce que je veux raconter au Chef World Summit, c'est le fait que c'est pas moi en tant que chef qui vais faire la carte, c'est mon producteur qui va m'amener ce qu'il a en ce moment et c'est lui qui va faire la carte. C'est forcément essentiel. C'est-à-dire que, évidemment, avec nos maraîchers, nos producteurs, nos pêcheurs, qui nous apportent le meilleur. Moi, je dirais que je ne parle même plus de saison, je parle de l'instant T, en fait, du moment. Il nous arrive parfois, pour revenir à ce que disait Arnaud, et je suis totalement d'accord avec lui sur les extrêmes, par exemple, au-delà des conserves et de la maturation, il y a aussi des produits où il y a des repousses parfois, qui peuvent être aussi au mois de novembre, au décembre. Et moi, je me rappelle de l'année dernière où j'avais eu des framboises, et quelques framboises simplement, hein, mais on peut s'apercevoir qu'effectivement, par leur texture, par leur densité, par leur, on va dire, par leur acidité, peuvent apporter quelque chose de structurel dans nos plats ou nos mets, suivant lequel on veut les amener. Et je pense que c'est aussi ça de vivre l'instant T. Et pour vivre aussi, et je pense que là où je trouve que Arnaud a vraiment a soulevé vraiment un problème, c'est que c'est vrai que souvent, moi je regarde par exemple Jean-Baptiste Enfonceau, qui est en permaculture, il va arriver à la saison de la tomate où il a une multitude de tomates, il ne sait pas quoi en faire. Oui. Et nous, on voudrait faire des menus tomates à rallonge, mais à un moment donné, c'est forcément très compliqué. Et on s'est aperçu, évidemment, on emploie cet emploi, on va dire pas conserverie, mais on met en place des maturations de tomates. Après, il y en a qui mettent des tomates séchées, bien évidemment. Puis après, on peut faire vraiment plein d'assemblages totalement différents. Mais il est vrai que ça permet aussi d'éviter de jeter, ça permet aussi d'éviter une surconsommation et ça permet de vivre aussi avec son temps. Et je pense qu'en ce moment, maintenant, le problème, c'est qu'on ne vit plus avec son temps. Les gens vivent avec l'image, les gens vivent avec quelque chose où se disent que la saison, c'est obligatoirement à cette période, pour cette période. Oui. Alors qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec le vent aussi, parce qu'on parlait de l'eau, on a subi trop d'eau l'année dernière, trop de sécheresse, aujourd'hui trop d'eau. Mais il y a aussi le vent. Nous, on est soumis au vent. Je vois que, par exemple, sur les coteaux, avec la puissance du vent, ça change littéralement
des pousses et des repousses d'alissons maritimes, de jeunes poireaux, d'aubergines, moi je regarde par exemple les courgettes. On a quelque chose qui est parfois un peu compliqué. Et donc je pense que là, pour revenir à ce que vous disiez, il est fondamental d'être à l'écoute, mais à l'écoute ça me paraît normal, hein, d'être en lien sur son territoire et de mettre en place ce qu'on nous apporte. Parce que nous aussi, on peut le faire parce qu'on a un petit établissement, c'est-à-dire que moi je passe pratiquement aucune commande. J'ai la chance d'avoir par exemple des maraîchers, des pêcheurs qui m'amènent au fur et à mesure, même pendant le service quand même, voilà, je vais avoir 2 Tanti, j'ai Gérard qui va me faire 2,8 kg de rouget par exemple et tout. Donc c'est vrai qu'on a cette possibilité-là, nous, cette liberté accessible de pouvoir proposer à nos clients le moment. Mais il est forcément inévitable que c'est pas nous qui créons on fait quelque chose, on cuisine. Mais je veux dire, l'aspect fondamental, c'est quand même la nature et c'est quand même ce qu'elle nous apporte. On peut pas. Alors, c'est vrai que chez Alexandre, il n'y a pas de carte. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Il y a 24 c'est une liberté couverts, totale. Hein. il y a liberté totale et c'est vrai que c'est le produit qui commande. C'est produit, je dirais. On parlait de tomates, de la saison de la tomate qui des fois s'éternise en Italie. On part à Rome et on va à Il Pagliaccio. Anthony Genovese, racontez-nous un petit peu la saison, comment ça se passe chez vous dans votre restaurant. C'est la saison qui commande ? Exactement, bien sûr, de plus en plus. D'ailleurs, on a enlevé carrément sur le menu le nom du plat est très sec, donc pour pas devoir à chaque fois changer si on n'avait pas le produit ou un légume. Donc maintenant, il reste fixe, pratiquement comme toi. Hein, comme ça, on est beaucoup plus souple, mais surtout pour avoir le produit très frais. Sur la tomate, nous aussi, on a des tomates, par exemple, dans le golfe de Naples, qui sont conservées sur des poutres pendues. Donc, tout l'hiver, on a ces tomates très goûteuses avec un petit peu de moisissure pratiquement par-dessus. Je ne sais pas si vous les avez vues quand vous êtes venu en Italie, parce que j'ai connu monsieur au Pagliaccio il y a quelques années en arrière. On a bien discuté, d'ailleurs. Et on conserve ces produits de cette façon, mais on a des tomates aussi en plein mois de février en Sicile, dû au temps. Donc, extraordinaire. Des tomates en février ? En Sicile, bien sûr. Voilà, sans chauffage. Donc, on n'a pas un cliché tout à fait net de dire la tomate, c'est simplement l'été. Non, donc on doit suivre vraiment le climat et le temps, tout simplement, oui. Alors, on va partir maintenant à Tokyo avec Yoshihiro Narizawa. Vous avez une manière de travailler qui est spéciale, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez chercher dans les poubelles pour voir s'il y a des déchets trop importants, tellement vous êtes vraiment intéressé par la manière de ne pas faire de gâchis dans votre cuisine, sur les légumes notamment. Alors nous allons avoir la traduction. D'abord que je commence à expliquer en japonais. まず先ほど彼らが言った通り、食材というものを実際にシェフが足を運んで現場を見るということが一番大事だと思います。D'abord que comme tout le monde qui a déjà présenté, c'est plus important pour nos chefs pour avoir de communication directe avec des producteurs de agriculture, soit pour le presseur. 皆さんご存知のように東京には築地今はもう豊洲という場所に変わりましたけど非常に優れた市場があります。D'abord que quasiment tout le monde qui le connaît bien, parce qu'il y a de grands marchés à Tokyo qui s'appellent le Tsukiji. Et en ce moment, ils vont justement déménager à un nouvel endroit qui s'appelle le Toyosu. Donc, les gens qui connaissaient la cuisine japonaise, c'est un marché très, très important de tout le monde qui passait là-bas normalement. Mais でも僕は築地には行きません。築地からというか大きな市場から食材を買いません。Mais moi, spécifiquement, moi, je n'ai jamais passé au marché comme ça, le gros marché que tout le monde passait. Parce que moi, je pense que c'est plus important aussi pour donner un respect pour le producteur.
Donc, je passe directement pour les gens qui cultivent, pour l'agriculture, soit ces pêcheurs. J'essaie pour contacter tout le monde directement, sans marché. そのように直接現場に足を運ぶことによって、先ほど話してたような毎年の、取れる微妙な違いとか、それからあとその年その年でやはり、いろんな気候の変化がありますから、生産者の苦労だとか、去年はたくさん取れたけど今年は少ししか取れないというような現場の状況を知ることができます。Donc, c'est pour ça que c'est très important pour moi, pour avoir de communication directe avec tout le monde. Comme vous avez discuté un peu, qu'il veut bien éduquer lui-même, moi-même, pour prendre difficultés pour la saison, soit c'est des problèmes de terre, ou soit c'est des problèmes de producteurs. Mais j'ai toujours accueilli aussi à comprendre mieux pour exactement l'état de chaque produit. やっぱり30年前、50年前と違って料理人が果たす役割というのが変わってきていると思います。Je viens compris maintenant, comparaison d'il y a 30 ans, il y a 50 ans, de responsabilité de cuisinier, ça a changé énormément maintenant. 食材が地球上でですね、問題なく手に入るという状況ではないということを僕たちが一般の人に伝える必要があると思います。Donc maintenant, de nourriture, de situation de nourriture aussi, ça a changé énormément. Et maintenant, c'est nous, de cuisiniers, nous avons la responsabilité pour communiquer à tout le monde, pas seulement à notre clientèle, mais pour la société, pour bien éduquer par la part de notre expérience. On a en effet un exemple là de responsabilité. Joël, vous avez été un des premiers à parler de ça avec les chefs avec lesquels vous avez travaillé, c'est-à-dire de créer une relation avec le chef en direct et en disant, les chefs, vous êtes responsables de rappeler quelle est la saison et rappeler de dire que les légumes, c'est pas vous qui décidez sur la carte, c'est le moment, tu dois me fournir ça. Si ça y est pas, ça y est pas. Non, les relations étaient établies non pas j'étais pas un fournisseur. Souvent, les histoires commençaient avec les chefs, ça s'est terminé par des amitiés très fortes. Et en fait, ce que je disais aussi aux gens qui composaient mon équipe et qui étaient au contact avec les cuisiniers ou avec les particuliers, c'est expliquer justement ce produit. Qui connaît mieux que le producteur le produit depuis la graine, depuis la naissance, si c'est un éleveur, que ce producteur? Qui va pouvoir transmettre cette connaissance du produit au cuisinier, sinon mieux que le producteur? Donc c'est expliquer, Alexandre parlait de s'adapter, parce que le climat qui change, ça a toujours existé, mais on n'était pas aussi informé au niveau du grand public qu'aujourd'hui de ces changements, parce qu'ils sont peut-être un peu plus importants, mais ça a toujours existé. Et d'année en année, d'une année sur l'autre, on avait des années de sécheresse suivies d'années. On a eu 76 pour remonter dans le temps, mais je suis un vieux maraîcher. Remonter dans le temps, on a eu 76 qui est une année de sécheresse, notamment dans le nord de la France, oui, suivie de 77 qui a été une année très pluvieuse, tout ça. Donc nous, il fallait à cette époque-là, il faut toujours s'adapter à ces changements climatiques. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Je dis toujours qu'une très mauvaise année, économiquement parlant, pour un producteur, c'est une année qui est très enrichissante au niveau de la connaissance et de l'observation. C'est notre première qualité en tant que producteur, c'est de savoir observer et ensuite d'essayer d'interpréter et lier avec toutes les connaissances qu'on peut avoir par ailleurs. Et c'est cela qu'on doit transmettre aux cuisiniers, et c'est comme ça qu'on peut avancer avec le produit beaucoup plus loin qu'on irait chacun de son côté. On n'est pas simplement des vendeurs, ils ne sont pas simplement des utilisateurs, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et moi, c'est ce qui m'a passionné et qui me passionne encore, même si je ne suis pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, encore actif, mais je suis un retraité très actif. Retraité, oui, très actif.
Justement, Célia, on parlait de s'adapter par rapport au climat et une année très pluvieuse, etc. Vous avez décidé par rapport à la charte de saisonnalité d'arrêter de dire on ne fait plus de calendrier de saison puisque ça change tout le temps. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour nous, le calendrier de saison, ça va peut-être pour des amateurs, entre guillemets, qu'il faut encore sensibiliser, notamment aux produits de saison. On parle souvent de légumes, mais tous les autres produits de saison, enfin, c'est pas aux cuisiniers qu'on va expliquer ça, mais la viande, les poissons ont des saisons, les fromages ont des saisons. Donc pour le grand public, ça va, mais je pense qu'au niveau où on est de cuisinier, ça va bien au-delà de ça. Et même le grand public, il va falloir les emmener avec nous pour comprendre et les relier à nouveau aux producteurs. C'est la notion d'instant T dont parlait Alexandre Mazia. Et il faut se rendre compte que le grand public, les organismes qui gèrent ça, on a été voir l'interprofession du fruit et légumes en leur expliquant ce qu'on faisait sur la charte de la saisonnalité, sur la saison, etc. Et le mec nous a dit, c'est génial ce que vous faites, on va vous aider. D'accord. Vous allez nous aider Interfel, comment ? en fait. L'Interfel. Ouais. Et le mec nous dit, on veut bien vous aider si vous communiquez sur la saison intelligente. Ah bon, alors c'est quoi la saison intelligente ? C'est quoi la saison intelligente ? Et là, il nous explique pas la saison de production, mais la saison de consommation. Alors, on s'interroge. Ben c'est pareil, non ? Mais non, la saison de consommation, ça veut dire que lui était d'accord pour expliquer que la tomate, c'était en salade l'été et farci l'hiver. Que l'endive, c'était en salade l'hiver, enfin en salade l'été et au gratin l'hiver. On n'a pas le choix ? Eux, ils fonctionnent comme ça. Voilà. Donc tout ce que nous, on est en train de dire, ce sont eux qui mettent l'argent pour communiquer auprès du grand public et on est assez inquiets. Donc c'est à nous, entre guillemets, la responsabilité. Tout à l'heure, monsieur parlait de responsabilité du cuisinier. Oui. C'est aussi la responsabilité du cuisinier et des personnes en salle, parce que c'est souvent pas le cuisinier qui sort de la salle, mais les personnes qui sont au contact du client, de passer un message important. Alors, on disait tout à l'heure avec Alexandre, il n'y a pas de carte puisque c'est un menu carte blanche. Ouais, tout à fait. Alors, chez vous, Arnaud, il y a une carte. Il y a une carte qui est mise en place longtemps à l'avance, que vous avez réfléchi, mais il faut quand même vous adapter par rapport au produit. Est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là ? Comment s'adapter sur des moments comme ça ? Non, mais en fait, ça dépend. Moi, j'ai une carte. On fait toujours les essais d'une année sur l'autre, en fait. En fait, on prend toujours un an d'avance sur les essais, ce qui nous permet de pouvoir travailler les changements pendant la période des produits. Moi, j'ai toujours eu un an d'avance sur la majorité des essais. Voilà, ce que je fais en 2017, c'est pour 2018. Et voilà, ça me permet aussi d'avoir. Mais au-delà de ça, je pense aussi expliquer dans les techniques. Moi, j'ai une relation directe avec mes producteurs. Oui. En fait, je suis voilà, ma cuisine, c'est pas que la mienne, c'est aussi celle de mon producteur, en fait. Et en fait, je suis complètement dépendant. On est mutuellement dépendants l'un de l'autre. Voilà. Et moi, en fait, j'ai pas jamais mis vraiment les pieds au marché. J'ai plutôt mis les pieds dans la boue. Dans la boue. Chez Yann Ménard. Voilà, ou d'autres. Parce qu'en fait, voilà. Et la relation qu'on a ensemble, elle est, voilà, j'ai besoin de tel produit. Et il faut aussi savoir accepter certaines techniques. Par exemple, moi, des tomates, vous en avez chez moi au mois de mai. Mais pourquoi ? Parce qu'elles sont sous serre plastique, mais ils sont dans la même technique que du plein champ, sauf qu'en fait, on ouvre des deux côtés, on aère énormément, mais voilà, on joue un peu aussi. Hein, c'est accepter que une tomate n'est pas exceptionnelle que en pleine cagnard. Voilà, il faut accepter différentes techniques aussi dans leur domaine. Voilà, et eux, en fait, avec nos relations, voilà, c'est ça. Moi, l'hiver, avec Yann, on regarde le cahier des graines, on prévoit, on essaye d'identifier. Par exemple, je lui ai demandé en plein mois de juillet, je voulais des tout petits céleris, vraiment racines, boules. On a mis 2 ans. Voilà, après un moment, la deuxième année, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Mais c'est Dame Nature qui me le donne. Voilà, c'est en pleine terre. Enfin voilà, pourtant un céleri boule dans le sud. Voilà, c'est aussi la relation qu'on va avoir. Voilà, et l'enrichissement. Le but, c'est pas d'aller chercher les céleris dans le nord, faire du gaz carbonique, et du carbone et de l'avoir. C'est aussi d'utiliser ça et intelligemment. C'est ça aussi l'enrichissement qu'on a maintenant avec nos producteurs. On est vraiment, vraiment dépendants. Et moi, j'ai effectivement, c'est la grande différence. Et aussi, par le message d'Alexandre, je pense que de plus en plus, on a 2 types de restauration. Voilà. Oui. On a la restauration avec des chefs instinctifs, voilà, comme fait Alexandre. Et moi, mon premier geste, il est instinctif, mais voilà, ma personnalité fait que je veux plus d'assurance.
j'ai besoin de plus de recul, voilà, de me Beaucoup sentir d'anticipation. sécurisé, beaucoup d'anticipation et beaucoup de relations avec mon producteur. Et en même temps, parce que j'estime que quelqu'un qui va faire 1000 km, j'ai plutôt intérêt d'avoir très très bien réfléchi mon plat pour que se dise, voilà, par rapport à plein de choses, d'éviter la déception et de voilà, ce que moi j'appelle la Madeleine de Proust, c'est-à-dire de réfléchir un plat avec la Madeleine de Proust de Dame Nature. Et ça prend beaucoup de temps pour moi. Donc voilà. Alexandre, mais un cuisinier instinctif par rapport à l'anticipation? Non, disons que, comme dit Arnaud, même si c'est instinctif, je sais pas, c'est pas fait le matin même. Hein. Je veux dire, le produit est arrivé. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je dirais une chose, c'est que moi, je laboure tous les matins ma cuisine, en fait. C'est-à-dire que moi, en fait, avec mes amis, hein, parce que c'est des amis, comme dit Joël, mes maraîchers, ce sont mes amis, maintenant c'est comme ma famille. En fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque produit, même si le rouget arrive, rouget rouge, que ce soit au large des calanques de Morjou, ou que ça soit, par exemple, un peu plus loin, qui va être, si tu veux, des fois on va plus haut de chez Dimitri, tu vois, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que la fibre, la texture va changer. Et moi, ce que je dis à un moment donné, ça vient toute une chose, c'est que nous aussi, c'est important à nos équipes d'expliquer qu'il y a une différence entre d'être cuisinier et employé de cuisine. Moi, je dis, tu veux être cuisinier, tu dois lire le produit, tu dois comprendre le produit et t'identifier au produit, c'est vraiment très important. L'employé de cuisine, c'est-à-dire on met des thermomètres, des choses, même si parfois on est obligé. Hein, moi, je l'ai eu rencontré voilà, c'est important de comprendre aussi une matière, mais c'est important aussi de comprendre la fibre. Et comme tu disais, Joël, c'est important aussi de sentir le produit, comme Arnaud qui va avec ses bottes. Moi, je me souviens de l'article que tu avais fait qui va ressentir le produit. Et on a besoin de ça, et c'est inévitable. Mais au-delà de ça, ça demande de sensibiliser aussi toutes nos équipes et tous les gens qui sont autour de nous. Mais moi, pour revenir à ce que tu disais, pour la cuisine en elle-même, oui, c'est-à-dire qu'on a notre trame qui est là, qui est dessinée, hein, qui est écrite. On ouvre un tiroir. On a, par exemple, on va avoir un tomatillo, là aussi avec JB. Tomatillo, donc, ou alors ça va être des poires melons qu'on a mis les graines il y a 3 ans. Ça n'a pas poussé l'année d'après. Ça a été une catastrophe la seconde année. Et là, ça commence à venir. Donc les poires melons, maintenant, c'est comme des bijoux, tu vois. Mais ce sont des bijoux, tu vois. C'est juteux, il y a une texture, il y a une acidité, une minéralité qui est très intéressante. Et c'est là où je dis la découverte des produits aussi, voilà, de se dire aux équipes, de dire, voilà, regardez cette texture, regardez ça. Et ça, c'est Dame Nature qui nous l'apporte. C'est ce travail qui a été fait par Jimé, l'artisan, quoi. Et moi, évidemment, essentiellement, je vis comme ça. Mais moi, je me rappelle aussi pourquoi je pense qu'il n'y a pas c'est pas venu comme ça. Je pense que moi, je parle de mon grand-père. Michel, il était pêcheur sur l'île de Ré. Donc, tous les étés que je passais, c'était avec lui. Donc, on allait pêcher. Donc, on pêchait des bars, on pêchait des anguilles. Et moi, mon grand-père vivait grâce aux restaurateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir, on allait en vélo, machin, etc. Et tout. Et je sais quand on allait chez Bordage, quand on allait chez Gigi ou quand on allait chez René, j'étais avec mon grand-père et on arrivait, les cuisiniers étaient là, donc c'était pas tout à fait à la même époque, mais ils vendaient son poisson et ça le permettait, si tu veux, d'avoir des sous pour acheter des escargots. Les escargots étaient là. Enfin bref, il y a tout un système comme ça, je pense, qui est inévitable et qui aujourd'hui est plus fondamental, mais qui pour moi fait sens, quoi, et me paraît complètement logique, quoi. Anthony, il faut nous raconter un petit peu quelle est la responsabilité d'un chef italien aujourd'hui par rapport à la saison à Il Pagliaccio. Est-ce que vous vous sentez responsable par rapport aux clients qui viennent chez vous? Complètement, bien sûr. Et oui. Que ce soit Arnaud, Alexandre, bien sûr, ils ont dit, j'embrasse ce qu'ils ont dit exactement, bien sûr. On est très responsable, bien sûr. Quand M. Thibault est venu me voir, on parlait de légumes, on avait eu les betteraves rouges, voilà, il s'en souvient. Ouais. Micro, Joël, on ne vous entend pas. Et bien sûr, au début, je commandais un peu sur des catalogues, un peu comme tout le monde. Bien sûr, on voulait les avoir... mercuriales Qu'est-ce que c'est les mercuriales? C'était le tableau, en fait. Quels sont les produits? Ouais. Parce qu'on voulait bien sûr épater les clients. Donc maintenant, depuis quelques années, on découvre son propre pays. On découvre qu'il y a des petits producteurs, il y a des jeunes qui font du très très grand travail, qui
qui se présentent et on va les aider. On sort de notre cuisine pour aller les aider. Une chose qu'on n'avait pas en Italie à l'époque, qu'on avait perdu parce que l'Italie naît avec le produit simple qu'on prend du potager que la maman ou la grand-mère cuisinait. Donc on l'avait un peu perdu. Et ça, c'est très bien de retourner à nos sources. Et surtout, le Latium est très riche pour ses légumes, pour son agneau, pour ses fromages. Et on allait acheter souvent de l'agneau australien ou anglais, par exemple, parce qu'il était beaucoup plus épais, beaucoup plus beau à présenter sur une assiette. Et on faisait n'importe quoi. Donc, il faut le dire. Et merci, depuis quelques années, au moins depuis 5-6 ans, moi-même et mes amis, mes collègues, on a repris tout en main. Et la nouvelle génération fait un très, très grand travail sur le produit. Oui. Vous vous rappelez à quel moment il y a eu ce déclic où on est revenu en Italie ? Quand on nous a un petit peu tapé sur les doigts, bien sûr, les gens qui viennent en Italie disent « Mais qu'est-ce qu'on est venu manger de l'agneau anglais, australien Oui. Il n'y a aucun sens, ou des produits qui étaient très beaux dans l'assiette, mais sans aucun goût. Donc, même les guides, même certains journalistes, bien sûr, nous ont tapé sur les doigts. Et après, nous-mêmes, on a pris conscience. L'Italie a un gros problème jusqu'à 10 ans en arrière. L'Italie voulait absolument ressembler à la France, et après à l'Espagne, après aux pays scandinaves. Et on avait toujours ce décalage, on se sentait toujours inférieur. Et Dieu merci, avec des grands chefs qui nous ont ouvert la voie, dont M. Marchesi, le Bocuse italien, si je peux me permettre. Oui. Reconnaissance de la cuisine italienne. Exactement, voilà. Oui, Arnaud. On a modifié nos façons de voir les choses. Comme il disait, il donnait un exemple. C'est que par exemple, lui en Italie, il est obligé de prendre des agneaux peut-être de l'étranger. Oui. Et je pense aussi, c'est qu'on est aussi beaucoup plus aidés maintenant, parce que nous-mêmes, on se remet en question. Mais je pense que la nouvelle génération de producteurs, d'éleveurs, eux aussi se remettent énormément en question. Je donne un exemple, c'est-à-dire que nous, dans le Sud, j'ai réussi à convaincre un éleveur, il y a 7 éleveurs de volailles dans le Sud, et des volailles vraiment sur le bassin marois et tout ça. Oui. Et ils faisaient vraiment des volailles comme mes grands-parents faisaient, c'est-à-dire on achète des petits poussins, et puis après, en fait, ils ont 6 mois. C'est le vrai poulet fermier, c'est pour ça que le vrai poulet fermier, le vrai de vrai, il est un peu sec d'ailleurs, mais il n'y a pas la finition. Et le convaincre, il a suivi la démarche que je lui ai demandé, élevé au lait, avec des herbes, des finitions en épinette. Et en fait, d'un seul coup, il a sorti petit à petit sa production. Voilà, un élevage, pas grand, juste pour moi, parce qu'il n'était pas question de lui changer son modèle économique non plus. Mais en tout cas, on a des gens qui sont aussi en face de nous, beaucoup plus ouverts qu'avant aussi. Voilà, qui ont envie aussi eux-mêmes de devenir des personnalités dans leur domaine. Voilà, et je pense que ça nous aide énormément. C'est-à-dire que le même problème maintenant, il a trouvé des agneaux forcément de qualité, mais en même temps, oui, ils sont ouverts à vouloir faire de la qualité qu'ils n'étaient peut-être pas forcément ouverts il y a 30 ans. Je voudrais revenir avec M. Narizawa et je voudrais lui demander, faites-nous un peu rêver, parlez-nous de Tokyo et de votre relation avec vos producteurs, justement, comme ils sont en train de raconter. Quels sont, vous, les producteurs avec lesquels vous travaillez au quotidien, avec lesquels vous avez tissé des liens? 僕はほぼ毎週お店が休みの時には生産者のもとを訪ねます。Moi, je visitais chaque semaine, une fois par semaine, que je visitais tous les producteurs quand je n'ai pas besoin pour travailler. そうしないと現状がわからないですね。Parce que, comme vous avez déjà discuté, que je n'ai pas compris exactement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. そして現実をやっぱり一般の人に伝える役割も必要だと思います。En plus, je pense que c'est vraiment nécessaire pour moi pour éduquer de jeunes consommateurs, pas seulement de mes clientèles, mais tout le monde pour la société. C'est nous, de chefs, qui avons besoin pour expliquer exactement qu'est-ce qui se passait sur le terrain. 例えば日本料理、日本のトラディショナルな日本料理にはごまというものが非常に重要なんですけど、これの99% 以上が輸入に頼っています。Par exemple, j'ai besoin pour expliquer le concerné spécifiquement pour la saison.
pour la cuisine japonaise et de sésame. 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 Oui. Sésame, c'est plus Sésame. important pour notre cuisine. Oui. Et je l'ai découvert qu'en fait, 99% Oui. de sésame qui utilisait au Les Japon, graines de sésame. n'était pas produit au Japon. Tout est importé. Oui, c'était importé. D'accord. はいはい、輸入で入ってます。それはなんでそうなってしまったかというと、もともとはやっぱりそういう各家でそれぞれの家で、ごまを育ててたんですけど、もう生活の変化によってそれが変わってしまったんですね。C'est cause du, en fait, avant au Japon, traditionnellement de chaque maison, chaque famille qui avait cultivé de graines de sésame. Mais maintenant, bien sûr que notre vie s'est changé énormément. Oui. Il n'y a pas beaucoup de familles qui cultivent Qui ont leur sésame dans le il n'y a jardin. même pas de Je me temps. doute. C'était pour ça que maintenant on a besoin pour acheter par Oui. d'autres pays. D'accord. そこまで言っちゃうと違う。要は昔のままの料理のスタイルを守ることに無理があるということですね。Qu'est-ce que c'est évident, c'est que maintenant c'est vraiment difficile pour garder notre tradition, comment on a mangé par la part de chaque maison. C'était pour ça c'est un changement qui est évitable. 料理人が勇気を持って、その伝統というものも変えていかないといけないということですね。Donc, nous, cuisiniers, on a besoin pour avoir un peu de courage, pour accepter de changements et aussi pour présenter de nouvelles façons de notre tradition. Alors, avoir un peu de courage, c'est vrai, pour assumer cette saisonnalité et montrer qu'il y a une responsabilité. Célia, ça veut dire aussi que par rapport aux consommateurs, il y a une responsabilité, il faut leur demander, les rappeler un peu à l'ordre en leur disant, dites, eh oh, on a encore besoin de ça ou est-ce qu'on est quand même en bonne voie? Non, je pense que le consommateur sait qu'il existe des saisons. À partir du moment où il décide d'acheter une tomate en février, il sait très bien qu'il est hors saison. Donc, c'est pour ça que le calendrier de saison, j'y crois pas beaucoup. Je pense que maintenant, par simplicité, parce que les gens ont du mal, une chose c'est de savoir, une chose c'est de modifier ses comportements. Aujourd'hui, les gens savent, c'est le moment de modifier leur comportement. Donc, c'est en commençant aussi par les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de s'intéresser de plus en plus aussi, en dehors des écoles hôtelières, à comment on inculque des valeurs aux jeunes. Parce que, entre guillemets, ceux qui ont commencé à cuisiner et à faire des salades de tomates tout l'hiver chez le consommateur, on va peut-être pas essayer de révolutionner les choses. Mais le consommateur de demain, on peut lui apprendre des choses. Et tout ce qui se passe dans les écoles, aujourd'hui, on a été énormément contactés par des chefs de cuisine de cantines scolaires. Quand on regarde la page Facebook de ces chefs de cantines scolaires, ils font des plats qu'ils prennent en photo comme le font tous les chefs et qui sont dignes de restaurants de qualité, entre guillemets. Et aujourd'hui, je pense que c'est ces chefs aussi qu'il faut pousser, inciter à faire mieux. Ils arrivent à faire des repas. On a un chef, il fait des repas pour 1,50 €. Il a diminué le coût en travaillant avec 80% de producteurs locaux autour de chez lui. Et il fait 600 repas jour pour les élèves en faisant ses jus avec ses producteurs autour de chez lui, en les faisant vivre et en payant ses producteurs au juste prix. Donc, je pense que c'est aussi ces personnes-là qui font ce travail-là, qui sont en train de sensibiliser les jeunes futurs consommateurs à consommer demain. Alexandre? Moi, je dirais que je suis parfaitement d'accord. Et puis, je dis même plus, je pense que c'est à nous aussi d'aider nos maraîchers, nos producteurs, quand ils ont, par exemple, pas une surconsommation, mais aussi une sous-consommation. Moi, je sais que, par exemple, je prends des produits que je n'ai pas besoin. Pour JB, par exemple, je n'ai pas besoin, mais je les fais partager à mes équipes. En fait, pour raconter un peu l'histoire, c'est que JB en Fosso, qui est votre maraîcher dans le Var, amène 2 fois par semaine les caisses de permaculture, 2-3 fois par semaine. Et il vous amène les produits. Ça veut dire qu'il y en a que vous n'avez pas forcément commandé. C'est pas comme ça que ça se passe. Bien sûr, il faut jouer le jeu, mais aussi on pourrait très bien, et ça nous l'a fait dès le départ, on pourrait très bien trier et dire ça, j'en ai pas besoin, j'en veux pas et tout. Mais il y a aussi un pouvoir économique pour lui. Donc, si nous, on ne fait pas l'effort économiquement de dire, voilà, on va aider quelqu'un qui valorise son travail de la main, mais aussi de la terre, et qui participe
on va dire, à tous biotope, c'est à nous aussi de l'aider. Donc, du coup, on va prendre des choses en plus qu'on va partager avec les équipes, que les équipes vont travailler, une autre fibre, et qu'on ne travaille pas forcément nous pour nos clients. Oui. Qu'on peut travailler aussi nous pour nous. Je pense que c'est important, ça. Arnaud, c'est quelque chose que vous faites, ça, quand vous avez un producteur qui va vous amener les produits, c'est pas forcément sur la carte non, de la PINED? alors ça oui, mais nous on a fait notre démarche avec Yann et d'autres producteurs. C'est j'ai cherché des grosses structures qui étaient prêtes à prendre les surplus de production au même prix que les nôtres. Oui. Voilà, et bon, nous à Saint-Tropez, on a de la chance, on a des grosses plages. Ouais, et en fait, ça a été vraiment, je pense, la stabilité économique pour Yann, en fait. Oui. S'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas à 4 hectares, on serait toujours à 1 hectare, parce que ça l'a aidé à se développer et ça l'a aidé à sécuriser. Parce qu'à un moment donné, quand les tomates poussent, les courgettes partent, ça part. Et d'un seul coup, on se retrouve avec des vrais volumes. Ça dépend de la température, de l'humidité. Voilà, et donc il y a une espèce de solidarité qui s'est mise en place. On a fait tout un système avec justement, voilà, par exemple à Saint-Tropez, le club 55 à Ramatuelle, lui il prend un volume incroyable de tous nos surplus qu'on a besoin autour. Mais en même temps, on a développé Yann avec voilà, d'autres établissements. En fait, on est plusieurs établissements sur Saint-Tropez. Oui. Voilà, au départ, c'était des paniers pour des particuliers. Donc c'est ça le début de l'histoire de Yann. Et après, voilà, c'est le développement qui s'est fait comme ça. Et moi, ça me permet, voilà, moi sur la saison, j'ai 790 produits différents. D'accord. Voilà. Et certains, je lui fais essayer. Par exemple, c'est marrant parce que des haricots violets très fins, ça n'a pas marché, ça n'a pas plu à mes confrères dans d'autres établissements. Donc, ça a été un échec. Ok. Voilà. Ça peut arriver. Voilà, quoi. ça arrive. Mais en même temps, voilà, moi qui adore ce produit, j'ai pas pu lui demander de n'en faire que pour moi, parce qu'à un moment donné, ça ne devenait pas gérable. Bon, mais par contre, il m'écoute, on essaye beaucoup de choses ensemble, et il y a des produits qui marchent, il y a des produits qui marchent moins bien, et je ne peux pas lui demander que de faire des haricots plats violets, par exemple, ou des petits haricots plats beurre, que pour moi, c'est pas possible. C'est ce que disait en fait Joël, c'est-à-dire qu'on voit bien là qu'on n'est pas du tout dans une relation de fournisseur. On est une relation de coproducteur, on fait ensemble. Oui, et ce que j'ai toujours conseillé, moi, mes jeunes collègues qui s'installaient et qui étaient plus ou moins solides financièrement parlant, et parce que l'intérêt, c'est aussi d'être là les années suivantes, c'était de diversifier complètement leur clientèle. Un produit, on sait qu'un produit pour un restaurateur, il va y avoir certaines exigences, même si le cuisinier s'adapte au mieux, il ne peut pas avaler un cret de production. Donc, en ayant une diversification non seulement des produits, mais de la clientèle, c'est-à-dire une clientèle de détail, des restaurateurs, des gens ou de la restauration collective, on va avoir tous les types de production, parce qu'une courgette, elle ne va pas forcément rester grande comme cela, correspondre à un client restaurateur. En plein été, entre le matin et le soir, elle va doubler de volume. Donc, elle a toujours des qualités organoleptiques intéressantes, mais va pas forcément rentrer dans la recette de tel ou tel cuisinier. Joël, on a vu qu'il y a eu cette relation qui a muté entre chef et producteur. On peut dater ça à quand? À quel moment le producteur est devenu reconnu, important pour le chef à sa juste valeur? Je pense qu'on a des exemples qui existaient de longue date. Ça s'est plus généralisé, mais c'est aussi dû à la personnalité du producteur et il y a des gens qui sont, comme je peux l'être, assez bavards et qui aiment parler de ce qu'ils ont vécu avec le produit et de le transmettre aux cuisiniers. Oui. Il y en a d'autres qui sont plus introvertis et qui vont faire des produits exceptionnels, qui vont avoir plus de mal à formaliser le pourquoi de ce produit, l'explication, et ça, c'est ça aussi qui peut faire la différence. Sinon, on va dire que c'est la génération qui est arrivée à la fin des années 90. Il n'y a plus de ces cartes fixes qu'on gardait 3 ou 4 mois dans les restaurants. Et on va avoir ça demande aussi beaucoup de créativité de la part du chef. Et pour reprendre un peu ce que disaient Alexandre et Arnaud tout à l'heure, moi j'ai travaillé très longtemps avec Éric Briffard, et notamment lorsqu'il était au Georges V, donc avec un nombre de couverts plus qu'important quotidiennement.
Et Eric passait très souvent lui-même sur où il envoyait ses seconds, mais souvent il passait. Il me disait j'ai une 50aine d'assiettes que je vais personnaliser dans mon établissement avec 130, je ne veux pas dire de bêtises, mais 130 cuisiniers et des sous-chefs, un certain nombre de sous-chefs. Il arrivait, lui également, à le faire dans cet établissement d'une grande importance au niveau du volume et de la qualité, évidemment, à faire une cuisine, ce qu'on peut appeler une cuisine de marché, de saison. La cuisine de saison. C'est quelque chose qui est apparu fin des années 90. Quoi. Et on parlera aussi avec Pascal Barbeau justement de ce rapport entre chef et producteur, parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de son ADN. On en parlera tout à l'heure sur la réciprocité. Juste pour dire, l'expérience que j'ai vécue avec Pascal, Pascal me passant les commandes dans la nuit, les ayant dans ma boîte mail le matin à 4 parce heures. qu'il ne voulait pas se la nuit, il a commandé après leur service du soir, voilà, et ça arrive. Mais il dort pas, le garçon. Rappeler Pascal le matin, lui dire Pascal, j'ai pas tel article. Il me dit, et Eric pareil. Dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, et ils adaptaient leur recette le jour même pour le midi, le service du midi. Ça, c'est quelque chose d'assez récent, quoi, d'une vingtaine d'années. Les quelques minutes pour le mot de la fin par rapport à cette responsabilité des chefs sur la saisonnalité. Anthony, s'il y a quelque chose, la prochaine étape par rapport à cette responsabilité, vous diriez qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer là-dessus? De plus en plus respecter le produit et qui nous apporte ces produits, de mettre de plus en plus de l'avant les producteurs et s'effacer peut-être un petit peu, nous cuisiniers, nous chefs, et mettre de plus en plus de l'avant vraiment qui nous apporte ces très grands produits. Pour moi, ça serait très important. Oui. Alexandre, pour clôturer, quelle sera votre prochaine étape? Parce que vous êtes pas mal déjà sur le côté saison, puisque c'est juste le produit qui commande. Disons, la prochaine étape, on continue, on ne s'arrête pas. Hein. Je pense que, comme à l'image de Fabien, par exemple, un des plus jeunes pêcheurs de Marseille. Fabien Gardon, qui est votre pêcheur. Voilà, ouais. Donc lui, pareil, il est vraiment particulier, il relève ses filets à la main, il sort chaque poisson à la main. Bon, après, il utilise aussi une technique parfois qui est jimmée. Disons que voilà, en même temps, les langoustes, on a vu ensemble qu'il y avait un problème, donc il les remet dans la réserve, qu'elles sont trop petites. Enfin, je pense qu'il y a tout un sens, une sensibilité. Je pense que tout le monde l'a compris, le comprendra encore, mais il faut rien n'est surfait, il faut rien négliger. Et je pense qu'il faut toujours aider et être à l'écoute justement de la vie. Mais pour rebondir à ce que tu disais, moi j'ai eu travaillé pour aussi travailler dans des maisons de retraite, des foyers logements, et j'ai été conseiller aussi pour des collectivités de restauration. Moi c'est très bien ce qui se passe, parce que je trouve qu'à un moment donné, la seule véritable problème que nous avons rencontré aujourd'hui, moi j'ai fait des réunions en mairie, hein, je me rappelle à l'époque où je voulais changer, je voulais me battre corps et âme pour changer tout ça. Enfin, pas mal de choses, où je me suis épuisé, et c'est pour ça que j'ai changé. Et à un moment donné, je me suis dit une chose, la seule problématique qu'il y avait, en fait, c'était simplement l'humain. C'était pas la volonté, c'était pas forcément... C'est l'humain. Et je pense que le fait de les sensibiliser, le fait d'aller voir les gens, moi je sais qu'il y avait par exemple un directeur d'un grand groupe, moi je l'ai amené en pêche, je l'ai amené voir les maraîchers. Et tout de suite, ça l'a un peu sensibilisé. Je pense que les gens ont besoin d'être sensibilisés, les gens ont besoin de voir du terrain, les gens ont besoin de voir du vrai. Et je pense qu'il y en a qui sont trop loin, et il ne faut pas hésiter à leur rappeler. Ouais. C'est vraiment important. Important. Est-ce que l'un de vous a envie de rajouter quelque chose par rapport au sujet? Yoshihiro? 先ほどのジョエルの言ったことについてですけど、やっぱり料理人の一番大事な仕事、生産者との間でですね、それは生産者の人に、お客様がすごく喜んで食べてくれましたよと、すごくあなたの作った野菜を、お客さんたちが、おいしく感動しましたよっていうことを伝えるのが僕たちの役割だと思います。Ajouter de
par la part de qu'est-ce que Joël qui a dit avant aussi, que pour notre responsabilité comme cuisinier, de plus important pour la communication avec le producteur. Par exemple, pour moi, que c'est très important pour expliquer notre clientèle ou notre restaurant qui était très, très content pour le consommer de son produit. Et ils sont très contents pour passer manger chez nous, grâce à des producteurs qui cultivaient des légumes aussi, pêcheurs qui amenaient jusqu'à ici. Ça aussi, je pense que c'est de communication très importante pour notre côté, de responsabilité de cuisinier pour retourner de feedback à la production. Célia et Arnaud, est-ce que vous avez quelque chose pour clôturer? En termes de responsabilité, je voudrais aussi un peu prendre la parole pour les producteurs, parce que là, on n'en a pas parlé, mais c'est la responsabilité de payer ces producteurs au juste prix et de les payer en temps et en heure. Pour discuter beaucoup avec les producteurs, il faut arrêter de leur négocier les tarifs. Déjà, souvent, ils ont mal positionné leur prix et il n'est même pas à la hauteur du travail fourni. Donc, si en plus, on leur fait descendre, ça ne va pas. Et en plus, il faudrait payer les factures assez rapidement. Les producteurs, en moyenne, ils ont 2 mois et demi de trésorerie sortie quand ils travaillent avec les chefs. Je prends souvent le cas un peu débile, mais un mec qui fait des cochons, il élève son cochon pendant 4 ans, il le fait sécher pendant 12 mois, 24 mois, de temps en plus longtemps. C'est-à-dire que pendant 7 ans, il a investi sur un produit et que derrière, quand les cuisiniers, on se permet, et souvent parce qu'on a un problème de trésorerie ou souvent parce que celui qui fait la commande n'est pas le même que celui qui paye, de le faire attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, je trouve ça un petit peu difficile et je pense que c'est la responsabilité aussi des futurs cuisiniers de s'occuper un petit peu de ça. Voilà. Okay. Arnaud, le mot de la fin. Je pense que pour voir mes équipes, je pense que nous, on est en train de passer une étape tous ensemble avec les producteurs. Je crois que c'est une chaîne. Mais moi, je trouve que les générations qui arrivent derrière nous, ils sont encore bien meilleurs que nous. Ils seront vraiment, vraiment... Voilà, quand un produit, la nature ne pourra pas le donner, on ne le fera pas. Parce que la responsabilité, on a parlé de légumes, mais ouais. On peut parler du poisson, ouais. On peut parler des élevages, on peut parler du blé, on peut parler, tout le monde paysan qui fournit un produit. Moi, je peux vous assurer un truc, c'est que moi, mes gars, je pensais avoir depuis longtemps des convictions, parce que moi, j'ai été élevé pendant 11 ans dans une ferme en autarcie, donc le produit, je connais vraiment. Mais mes gars qui sont derrière, qui m'entourent, mais ils sont encore 5 fois plus habités que nous, quoi. Et je pense que ça soit sur la saison, sur les produits, sur l'écologie, mais ils vont nous mettre derrière et on sera... Voilà, en fait, c'est un peu comme nos enfants, c'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment conscience d'un problème planétaire. Au-delà de... Voilà. Vous avez labouré, en fait, la cuisine, comme dit Alexandre. Et eux, ils vont canader et après, ils vont passer les semences. Le sillon est déjà là. Je vous remercie beaucoup, Yoshiro Narizawa, Célia Tunk, Arnaud Donquel, Alexandre Mazia, Anthony Genovese et Joël Thiebaud. On va enchaîner tout de suite. On va déjà faire une photo de groupe et puis après, on enchaîne avec la prochaine. Merci beaucoup.